donc aujourd'hui je voulais vous faire ce live pour plus axé couple, pour vous présenter plusieurs points. Le premier, c'est quels sont les points, quels sont les problèmes les plus rencontrés au sein des dysfonctionnements de couple, quelles sont de ce fait les émotions qui sont engendrées par ces dysfonctionnements, et puis comment on peut améliorer un petit peu la communication au sein du couple en vous donnant quelques petites pistes. Voilà, donc on va commencer directement par le sujet le plus important, à savoir les problématiques de couple. Alors, je vais vous en donner plusieurs. Elles ne sont pas classées par ordre d'importance ni de fréquence, je vous le dis tout de suite. Donc, ce sont juste les points les problèmes les plus souvent rencontrés. Donc, on a bien évidemment le manque de communication. Alors, le manque de communication, là pour le coup, je vous le donne en premier parce que c'est le problème le plus fréquemment rencontré, ça c'est certain. C'est celui qui est le plus problématique au sein des couples puisqu'il est vraiment la base de toute relation de couple, et donc sans une bonne communication, c'est tout de suite problématique. Alors, donc j'ai mes petites fiches. Donc je suis désolée, je vais lire un peu parce que j'ai quand même hyper bien préparé mon live. Donc alors, le manque de communication. Alors, au début, les jeunes couples ont tendance à négliger la communication dans leur relation. C'est vrai que pour eux, c'est pas à ce moment-là la chose la plus importante, parce qu'à ce moment-là, ils sont convaincus qu'il y a une espèce d'amour parfait, d'amour instinctif, et puis parce que c'est pas la priorité à ce moment-là. À ce moment-là, c'est plus la relation, la passion, la fusion, la découverte de l'un et de l'autre. Et donc, ils s'imaginent que la communication n'est pas indispensable pour apprendre à se connaître. Sauf que, comment, quand on est un jeune couple, si on n'a pas cette base de communication, comment on peut découvrir les envies, les besoins de l'autre ? C'est compliqué. Et du coup, la problématique va se rejouer plus tard, mais j'en parlerai après. Dans les couples au plus long cours, et donc là, c'est en général ceux que j'ai tendance à avoir au sein de mon cabinet de consultation, à ce moment-là, on a souvent une absence de communication ou une mauvaise communication qui engendre beaucoup de quiproquos, beaucoup de frustration. Par exemple, j'ai des patients qui vont me dire « mais à quoi bon lui dire ce que je veux ou ce que je ressens ? Je sais qu'il ou elle ne va pas me répondre ou qu'il ou elle ne va pas me comprendre. » Ce ressenti-là, il est présent parce que, par le passé, effectivement, des situations ont dû mener à cette situation-là et au fait de ne pas se sentir ni compris, ni entendu, etc. Voilà. Il y a une autre donnée qui est le fait que les couples soient persuadés de se connaître parfaitement bien. À ce moment-là, les partenaires estiment que parler ne modifiera plus rien. Voilà, on se connaît bien, on a des problèmes de communication, on ne se comprend pas, on ne se comprend pas, il n'y a rien qui pourra bouger ni changer. À ce moment-là, on se retrouve dans un cas de figure où chacun colle une espèce d'étiquette sur la tête de son partenaire. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des couples qui vivent à côté l'un de l'autre plutôt que de vivre avec l'autre. Et à ce moment-là, ce que je trouve dangereux et dommageable, c'est que à ce moment-là, c'est oublier que la richesse et la force du couple viennent du fait qu'on ne finit jamais en fait de découvrir l'autre et qu'on apprend à se connaître tout le temps au travers de lui. Et ça, si vous n'avez pas le mode de communication qui est en place, forcément cette étape-là est compliquée. Donc là, c'était le mode de communication avec les émotions que ça peut engendrer. À côté de ça, on a une autre problématique qui est la problématique de la fusion. Alors, étonnamment, paradoxalement, les couples les plus fragiles sont ceux qui, au début de leur relation, vivent une symbiose absolue. C'est-à-dire qu'ils sont engagés très vite, très fort, ils sont branchés sur les besoins de l'autre, ils jouent tous les rôles, ceux de l'amant, de l'ami, du parent, de l'enfant, bref, toutes les casquettes. Et ils sont enveloppés à l'abri des turbulences du monde. Ils se nourrissent en fait exclusivement l'un de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle les couples fusionnels. Ces couples fusionnels existent tous au début de la relation. Tous les débuts de relation sont dans des schémas fusion-passion. C'est normal. Par contre, je vous expliquerai en quoi ça doit changer avec le temps. Toujours est-il qu'au début, du coup, voilà, c'est la fusion. Alors, ils vivent en couple, en fait, un peu coupés du monde. Les amis, quelquefois, peuvent être même un petit peu mis de côté. Jusqu'au jour
où un élément extérieur vient perturber ce tête-à-tête exclusif. Alors, cet élément extérieur, ça peut être une naissance. À ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on peut composer à trois lorsque l'on n'a jamais vécu que pour l'un et pour l'autre. Donc l'arrivée d'un enfant dans un couple fusionnel, c'est en général une source problématique. À côté de ça, ça peut être un projet enthousiasmant en fait, que ce soit personnel ou professionnel. Un élément déclencheur qui fait que cette fusion à deux n'est plus possible. Mais plus fréquemment, en fait, ce qui vient mettre à mal ce couple fusionnel, en fait, c'est une sensation de lassitude et d'étouffement qui s'empare de l'un des partenaires, qui prend conscience en fait que la sécurité, peu à peu, a fait place à une forme d'asphyxie. Et à ce moment-là, le monde extérieur, qui était si longtemps tenu à distance, est tout à coup devient plus attrayant en fait. Et c'est le début de la crise. Alors, ça peut générer aussi de la frustration insupportable d'un côté, un sentiment d'abandon et de trahison de l'autre. Vous voyez, ça, du coup, ça fait des émotions différentes en fait. Un manque de liberté, une sensation d'étouffement, d'asphyxie pour un des partenaires. Et de l'autre côté, ça peut être vécu comme une sensation d'abandon, une sensation de trahison, s'être senti trahi par l'autre, que de plus avoir ce couple fusionnel, etc. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui existe énormément, par exemple, chez les couples qui sont dans une forme de dépendance affective. Les couples qui sont dans ce mode de dysfonctionnement, en fait, ont tendance à vouloir toujours conserver ce mode de fusion, faire tout exclusivement en couple, ne pas accepter que l'autre partenaire ait des sorties ponctuelles avec des amis, sans nous. Ça peut être aussi un sentiment de trahison quand l'autre développe des projets sans nous, etc. Et donc tous les couples fusionnels, en fait, tous les couples dont un des partenaires ou les deux se retrouvent dans une dépendance affective, en fait, se retrouvent à être un couple fusionnel et qui finit par être bancal parce qu'un des partenaires, en fait, en l'occurrence celui qui n'est pas dans la dépendance affective, commence à en souffrir. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, la fusion doit être présente au début dans toutes les relations de couple, mais elle ne doit pas le rester. C'est-à-dire qu'une relation de couple, au début, c'est passionnel, fusionnel, pendant, entre 1 an et demi et 3 ans maximum. À partir d'une durée d'à peu près 3 ans, si tant est que le couple aille jusqu'à cette durée-là, cette fusion doit disparaître, elle doit s'estomper au profit d'une relation entre guillemets, alors je déteste ce terme-là, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée, au profit d'une relation qu'on appelle plus routinière, c'est-à-dire que pendant cette période-là, on va commencer à voir un petit peu plus les défauts de l'autre, on va commencer à avoir des disputes, des désaccords, on va commencer à ne plus vouloir faire tout ensemble, etc., etc. Ça, c'est une transformation qui est normale, qui est saine. Voilà. Et c'est cette période-là, justement, de transformation qui fait que l'amour passionnel fusionnel se transforme en un amour plus pérenne qui rend un couple possible sur la durée. Voilà. Donc, les couples qui ont du mal à quitter cette relation fusionnelle, en fait, ne peuvent pas transformer en un amour qui est durable, en fait. C'est bien souvent pour ça que dans les couples fusionnels, on dit en fait, ce sont des amours qui souvent on brûle en fait, c'est-à-dire que c'est très passionnel et puis pouf, ça retombe quelquefois aussi vite que ça n'est monté, mais parce qu'à un moment donné tout est brûlé en fait. Il n'y a plus l'amour est tout brûlé et puis c'est terminé, il n'y a plus rien. J'ai une personne qui me dit du coup, faut-il changer de couple tous les 3 ans? Non, faut essayer de le transformer plutôt. Donc du coup, voilà, ça c'était la fusion. Alors, une troisième problématique qui est souvent rencontrée, c'est le refus de la différence. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que un conjoint n'est pas un double. C'est-à-dire que c'est une affirmation qui vous paraît certainement limpide en théorie, mais en pratique, je peux vous assurer que pour beaucoup, c'est compliqué. Très souvent, les gros conflits sont nourris au quotidien par de tout petits refus. Soit on n'accepte pas que celui dont on partage l'intimité, celui ou celle, n'ait pas les mêmes relations que nous, ou n'accepte pas qu'il nous surprenne, ou alors l'impression qu'il nous déçoit, par la façon dont il vit ou de la façon dont il exprime ses émotions. On peut aussi projeter sur l'autre des envies, des attentes, des erreurs de comportement qui en réalité
effectivement, sont les siennes, mais sont aussi les nôtres quelquefois, et ça peut être dérangeant. On a un couple, en fait, qui est composé... Il faut bien comprendre qu'on a un couple qui est composé de 2 personnes différentes. Qui plus est, bon, la plupart du temps, en plus, ce sont des personnes de sexe opposé, mais pas toujours. On a des couples qui sont aussi homosexuels, qui sont des couples aussi, et qui sont aussi des personnes différentes, parce que ce sont des personnes qui ont des vécus différents, qui ont des besoins différents, et donc forcément 2 individualités qui sont différentes. Alors, on sait bien, à côté de ça, que les hommes, les femmes fonctionnent de manière qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire notamment dans la manière de communiquer et dans la sexualité. Bien souvent, là encore une fois, là c'est une généralité, mais je peux vous assurer que ça se vérifie, mais très 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 régulièrement. Donc bien souvent, les femmes expriment plus facilement leurs émotions, ont plus envie de communiquer pour comprendre, pour essayer d'avancer, pour essayer d'améliorer les choses, etc. Donc elles expriment plus facilement leurs émotions et elles ont un désir sexuel qui est bien souvent beaucoup plus fluctuant que les hommes. Alors elles peuvent avoir comme ressenti, souvent c'est « il ne me parle pas assez » ou alors « on n'a jamais de discussion profonde » ou alors « il ne voit jamais les efforts que je fais » etc. Ou alors il me sollicite toujours pour faire des câlins, etc. etc. Voilà. Ça, c'est les plaintes les plus souvent entendues dans mon cabinet de consultation. À côté de ça, on a les hommes effectivement qui ont plus de difficultés. Encore une fois, je le dis, c'est général, c'est statistique, ont plus de difficultés à exprimer leurs émotions. Soit parce que voilà, c'est très ancré dans les générations précédentes. Les hommes n'étaient pas forcément les êtres humains qui étaient les plus à même d'exprimer ce qu'ils ressentaient, on leur a pas tellement appris non plus. Et puis à côté de ça, on a des hommes qui sont pas forcément dans la démonstration d'amour, mais par contre qui sont beaucoup dans la demande d'intimité, de sexualité en fait. Ça n'est pas que la fréquence ou le désir est plus important, mais en tout cas, je fais une parenthèse là, mais c'est en fait la manière de démontrer l'amour n'est pas le même, c'est-à-dire la libido, la sexualité n'est pas du tout exprimée de la même manière entre un homme et une femme. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est générique, mais un homme avoir des rapports sexuels avec sa partenaire, c'est une manière de lui montrer son amour, c'est une manière de lui montrer qu'il la trouve belle, il la trouve désirable, il est bien dans son couple, etc. Donc forcément, et puis c'est une manière aussi pour lui de se rassurer, parce que s'il a souvent envie de faire l'amour avec sa femme, si sa femme a envie de beaucoup faire l'amour, à ce moment-là, c'est aussi, si elle a envie de faire l'amour avec moi, c'est qu'elle m'aime aussi. C'est une manière de tester l'amour de sa partenaire. Or, les femmes, c'est un mode de fonctionnement totalement différent. Les femmes, elles, leur libido et leur envie de sexualité est une forme de cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'elles vont désirer leur homme si à côté de ça, elles sont dans un relationnel de couple qui est détendu, si elles se sentent, il y a une forme de complicité, s'il y a des projets communs, s'il y a une forme de communication, si elles se sentent comprises, elles se sentent entendues. Donc en fait, c'est quand la relation de couple va bien, à ce moment-là, la sexualité est présente. Vous voyez ? Donc c'est pour vous dire qu'en fait, les besoins et les attentes sont totalement différentes entre un homme et une femme en termes de sexualité. Voilà. Donc ça, c'était le refus de la différence. Voilà. Accepter que l'autre puisse avoir des besoins différents de moi, accepter que l'autre puisse avoir des émotions qui ne sont pas identiques aux miennes, accepter que l'autre ne soit pas d'accord sur quelque chose que je fais ou que je dis, ça c'est normal en fait, c'est ce qui fait notre différence. Par contre, là où il est important d'intervenir, c'est que notre différence ne doit pas nous diviser. Au contraire, bien souvent, on a une forme de complémentarité qui est une force dans le couple. Donc cette différence, plutôt que de la voir comme un danger, il faut plutôt la voir comme une force en fait. Comment on rejoint les deux ? Comment ça ? Précisez-moi comment on rejoint les deux quoi ? La personne qui m'a posé la question. Donc là voilà, donc ça c'est le refus de la différence. Après c'est un autre cas qu'on peut voir aussi, c'est le couple thérapeute. Alors le couple thérapeute, ce sont en général des couples qui au départ sont des couples très très solides. Alors il y a une forme de contrat inconscient qui s'est joué en fait au début de la relation, et je dis bien qui est inconscient,
et qui reposent sur des attentes qui sont complémentaires. Alors, j'entends par là, par exemple, une attente qui est besoin de guérir pour certaines personnes. Quand on veut guérir l'autre, sur par exemple des problèmes de dépression, des problèmes d'alcool, des échecs professionnels, on se met dans une espèce de rôle de sauveur. Ça, c'est quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu. On peut avoir aussi une attente complémentaire qui serait de se sentir indispensable pour l'autre. Vous voyez, si on a besoin, si on est plutôt dans une attente de reconnaissance, dans une attente, dans un besoin d'exister, etc., etc. Le plus souvent, ces couples sont fondés en fait à la fois sur la domination et sur la recherche de la fusion. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils s'enfoncent toujours davantage dans leur dysfonctionnement parce qu'il y a cette notion de la poule et l'œuf en fait. Il y en a un qui veut aider, l'autre qui se met dans un rôle de victime et ça c'est un accord tacite en fait, inconscient, qui fait que les deux dysfonctionnements en fait sont liés. Alors, le plus souvent, en fait, ces couples, dont un est dans un couple qui joue un peu un rôle de thérapeute, en fait, le plus souvent, ces couples sont fondés, oui, c'est ce que je vous disais, sur la domination et la recherche de fusion, mais ça les amène souvent à terme, soit à l'impasse, soit à la rupture. Parce que, pourquoi ? Premier cas de figure. Avec le temps, en fait, le malade, par exemple, pour celui qui avait besoin d'être, entre guillemets, sauvé ou guéri, le malade est guéri. Et de ce fait, il n'a plus besoin de son sauveur, de son médecin. Donc à ce moment-là, la relation, elle devient compliquée, voire inexistante en fait. Elle n'a plus lieu d'être. Il se peut aussi que cette personne qu'on est venu aider, avec le temps, finisse par se révolter, en fait, en prenant conscience que cette relation, en fait, ne le libère pas et l'entretient dans sa dépendance, que ce soit à l'alcool, à la dépression, à l'échec professionnel, etc. Et que ça, du coup, ça l'empêche d'évoluer. Le second cas de figure, c'est les tentatives en fait du sauveur qui échouent et qui à ce moment-là alimentent chez lui une espèce de frustration, de la colère, et qui finissent par générer une forme de culpabilité et de souffrance chez l'autre partenaire en fait. Donc là, vous voyez les émotions que ça génère dans ce cas de figure-là. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent, mais je les reprendrai après, à la fin. Un autre cas de figure, un autre problème que je rencontre assez souvent, c'est le manque de projet de vie. Alors, établir des projets de vie, en fait, c'est indispensable pour avancer à deux. Alors, mais je ne vous cache pas qu'au début, dans les couples, les jeunes couples, au début, ils sont plutôt dans l'euphorie, en fait, des premiers temps de la relation. Ils ont envie de vivre au jour le jour. Ils n'ont pas forcément envie de se projeter dans l'avenir. Et du coup, ce n'est que lorsque on quitte cette période de passion-fusion dont je vous parlais tout à l'heure, et que l'on rentre dans un quotidien un peu plus routinier, qu'à ce moment-là, on a l'enthousiasme et la spontanéité des débuts qui sont un peu émoussés. Et à ce moment-là, la projection sur l'avenir de la relation apparaît un peu comme un espace vide, ennuyeux et angoissant. C'est ce que beaucoup de personnes me présentent comme étant une espèce de routine plan-plan. Et on voit bien que dans ces cas-là, il n'y a plus rien qui les rattache, il n'y a plus rien qui les fait vibrer en fait. Alors, dans ces cas-là, quand ces partenaires vivent une espèce de sensation de vide, d'ennui ou d'angoisse, certains vont avoir tendance malheureusement à aller voir ailleurs pour remettre du désir et de l'excitation dans leur vie. Alors là, on se retrouve après avec des cas de figure dans les couples où quand il y a un adultère, c'est beaucoup plus compliqué derrière de reconstruire une relation qui soit basée sur la confiance, le respect mutuel, etc. Forcément, il y a un obstacle à dépasser. Il y en a d'autres qui vont essayer de meubler le vide en décidant de déménager, de se marier, d'avoir des enfants. Mais alors une fois que ces projets-là sont réalisés, bien souvent ils se rendent compte que la vie à deux, en fait, ne leur apporte pas plus ni d'envie ni d'énergie. Voilà. Alors à ce moment-là, au lieu de se questionner en profondeur sur la relation et ce qu'ils attendent d'elle, en fait chacun va se replier sur soi, chacun va développer en parallèle du couple des projets personnels. Et là on se retrouve avec des couples qui commencent à se distancier et où la relation commence à vraiment se relâcher. Et bien évidemment, ces projets personnels individuels sont importants, mais en tout cas, s'il n'y a pas de projet de couple, des projets communs, à ce moment-là, ça ne peut pas nourrir la relation et ça fragilise encore davantage la relation. Et en fait,
si la distanciation devient trop importante entre les deux, si les projets sont plus personnels qu'individuels, un des deux partenaires peut très bien estimer et à un moment donné prendre la décision que en réalité, il est plus épanoui s'il est seul et s'il est à l'extérieur de son couple en fait. Ou alors, par peur de la solitude ou par culpabilité, enfin, chacun se résigne à vivre seul, mais en étant en couple. C'est-à-dire qu'on devient, moi, ce que j'appelle des colocataires. Pardon. Voilà, donc ça, c'est le manque de projet de vie. Donc vraiment, il faut réussir, tout au long de votre vie de couple, à vous trouver des petits projets de vie, des projets de vie à plus long terme, mais en tout cas, c'est très important. Des petits projets de vie, ça peut être des petits projets de vie dans la maison, des petits projets de vacances en commun, des petits projets de voyage que vous allez faire. Voilà, dans les projets, il faut pas se limiter en fait. Ça peut être aussi des tout petits projets. Alors, autre cas de figure, et pas des moindres, c'est ce que moi j'appelle la paresse. Alors, la paresse, c'est on s'aime, donc ça doit marcher entre nous. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Si l'on ne se comble pas sexuellement, c'est parce qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Ça aussi, je l'entends souvent. En réalité, on a de nombreux couples, alors en général, ce sont les plus jeunes en particulier, qui sont persuadés qu'entre eux, tout doit fonctionner en fait d'emblée. Et du coup, au moindre problème relationnel ou sexuel, en fait, ils concluent que la relation est condamnée. Alors je ne vous cache pas que ça en plus, c'est d'autant plus présent dans notre société où on est beaucoup dans une société qui est avec des gens, des personnes qui sont habituées au zapping, à la consommation. Et donc du coup, ça ne fonctionne pas, on ne s'acharne pas, pof, on passe ou à la suivante. Voilà. Et du coup, ils ne se donnent pas la possibilité d'essayer de surmonter en fait à deux les difficultés qu'ils rencontrent. Et je ne vous cache pas que le fait que leur couple ne fonctionne pas comme ils le voudraient, ces jeunes couples en fait ont tendance à ne pas supporter la frustration et à fournir en fait des efforts qui ne portent pas leurs fruits immédiatement. Si les efforts qu'ils font ne portent pas leurs fruits immédiatement, à ce moment-là, en fait, ils vont partir, ils vont tout arrêter. Et ça, moi, souvent, ces jeunes couples, je leur dis, voyez, en fait, il faut bien que vous compreniez, vous avez tendance à oublier que le couple et la sexualité ne vont pas de soi. Et en fait, ça se construit avec le temps et ça se construit à deux. Donc ça, c'était pour la paresse. Après, on a un autre cas de figure aussi qui apparaît souvent. C'est ce que moi, j'appelle le fatalisme. Alors, là, les deux écueils principaux, en fait, qui guettent les couples de longue durée, c'est premièrement les conflits qui ne se règlent pas parce que l'on considère qu'il est trop tard. Et le deuxième écueil, c'est l'essoufflement du désir, voire l'absence de relations sexuelles. Alors, des conflits, lors de la vie de couple, non réglés en profondeur, ça fait ressentir de la rancœur, de la frustration et de l'usure au niveau du désir, qui installe au fil du temps des conduites d'évitement et qui alimente une espèce d'agressivité souterraine qui empoisonne les échanges en fait les plus simples et les plus anodins du quotidien. La bonne réaction en fait à avoir dans ces cas-là serait de pouvoir réussir à communiquer sur ce qui fait effectivement problème pour tenter de trouver une solution ensemble. Voilà. Alors parfois ça peut être en faisant appel à un thérapeute, parfois ça peut être en faisant appel à des personnes qui vont vous faire suivre des formations en communication, mais en tout cas il y a peu de chances quand vous êtes dans ce mode de fonctionnement-là et quand la sexualité est entachée, il y a peu de chances que vous arriviez à vous en sortir sans aller chercher de l'aide à l'extérieur. Je vais être honnête avec ça. Ce sont des problèmes, ou même quelquefois en thérapie, moi j'ai des personnes qui restent bloquées, même avec la thérapie, qui ont du mal à dépasser ça parce qu'il y a des blocages plus profonds en fait qui sont présents et qu'on a du mal à identifier. Donc ça, pour la communication, j'en parlerai après. Voilà, donc là c'était les points essentiels. Après, il y en a d'autres, il y en a deux autres dont je vais vous parler et qui sont quand même assez importants et qui font partie pour le coup de la vie intégrante de la majeure partie des couples. Le premier, c'est quand il y a un enfant qui arrive au monde.
La naissance d'un enfant, ça agit souvent comme un vrai problème, un facteur déclenchant qui fait remonter à la surface des difficultés plus anciennes. En effet, avec l'arrivée de ce bébé, toutes les erreurs répertoriées en fait, que je vais vous donner et dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, vont devenir autant de pièges qui vont se resserrer et qui vont aboutir au fait qu'il y a une absence aussi, par exemple, de vraies relations. Alors, le point qui, au moment de l'arrivée d'un bébé, peut ressurgir, c'est l'absence de vraie communication. À ce moment-là, ce sont des désaccords qui ressurgissent à propos de l'éducation et de l'organisation au quotidien de la vie de famille. Voilà. C'est l'arrivée de ce bébé qui fait apparaître votre problème de communication. L'autre problème que ça peut mettre en évidence, c'est le côté amour-fusion. En effet, le bébé vient rompre la symbiose qui donne l'impression en fait à l'un des deux partenaires que le bébé vient prendre la place auprès de l'autre partenaire. En fait, il y a une sensation de perte de place. Ce qui devient un vrai problème aux yeux de chacun, parce qu'à ce moment-là, on ne se retrouve plus dans une dynamique à 2, mais dans une dynamique à 3, mais où finalement, personne n'arrive à trouver sa place, où le partenaire qui a l'impression d'être abandonné ou délaissé se sent trahi, abandonné, impression de ne pas exister, et ça va générer une relation de couple qui va être tendue et qui va être inconfortable, voire dangereuse sur le long terme. Après, c'est l'absence de projet de couple, c'est-à-dire que quand il y a un bébé qui arrive, vous avez un projet de famille, un projet de foyer. Mais pour le coup, si vous ne remettez pas assez rapidement du couple dans votre dynamique quotidienne, des temps en couple, des projets de couple, à ce moment-là, l'enfant, et ça je peux vous dire que ça arrive très 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 souvent, voire ça arrive à chaque fois, et des personnes en prennent conscience et reprennent la main rapidement. Mais si vous ne reprenez pas la main sur ce problème-là, ça va être un vrai problème sur le long terme. Donc, l'absence de projet de couple, parce qu'à ce moment-là, l'enfant devient l'unique centre d'intérêt des deux parents, ou de l'un ou de l'autre, jusqu'à ce qu'en fait, ils abandonnent complètement la vie amoureuse. Alors, de nombreux couples aussi pensent encore que l'arrivée d'un enfant résoudra de manière magique le problème qui était sous-jacent. Alors là, je ne vous cache pas que ça, c'est un leurre, parce que même si sur le coup, ça paraît un petit peu être le cas, sur le long terme, ce n'est pas du tout le cas. Et en plus, on se retrouve avec un enfant qui peut se retrouver dans une espèce de posture inconsciente de l'enfant pansement, en fait, pour le couple. Voilà. Et ça, c'est assez néfaste pour l'enfant, parce qu'il a une place qui n'est pas la sienne. En fait, il faut bien que vous compreniez que là, dans ce genre de problématique-là, un enfant ne peut pas constituer un projet final. Idéalement, c'est pour le couple une étape à franchir lorsque la plupart en fait, des pièges ont été déjoués et que les erreurs de comportement ont été repérées et réparées. Voilà, donc ça c'était la problématique arrivée bébé. Après, il y a la problématique comment éviter la rupture amoureuse. Alors, le seul moyen en fait de savoir si une crise conjugale pourrait être ou non dépassée, c'est d'abord de la vivre et de s'y confronter. C'est pour ça que quand j'ai des couples qui veulent éviter en fait les désaccords, les conflits et qui finalement se retrouvent à avoir des problèmes qui mettent vraiment en danger leur relation au point d'être prêts à se séparer, en fait je me dis quelquefois c'est un mal pour un bien parce que ça va vous obliger, si vous voulez vraiment pas perdre l'autre, à entamer un travail sur vous, à mettre en place des améliorations au sein de votre couple pour justement éviter cette rupture en fait. Donc ça bien évidemment, se confronter à cette crise conjugale, vous pouvez la faire ensemble, vous pouvez la dépasser aussi à l'aide d'un thérapeute. Voilà. Mais je ne vous cache pas que la plupart du temps, il faut quand même être... Enfin, ça dépend des problématiques que vous rencontrez, mais globalement, moi j'aurais tendance à dire, alors et je ne dis pas ça parce que je suis un peu de couple, hein, mais généralement, il vaut mieux être accompagné quand même. Alors, si la réponse... en vous faisant accompagner, en fait, vous verrez si vous êtes capable ou pas en fait, de faire le deuil de certaines illusions dans le couple d'avant la crise. C'est-à-dire que bien souvent, on essaye de vouloir reproduire un contexte relationnel qu'on vivait avant une crise de couple, sauf qu'une fois que la crise de couple est là et qu'elle met en évidence plein de fonctionnements, de dysfonctionnements, bien souvent, on essaye, une fois qu'on a dépassé la crise, de vouloir recréer le couple d'avant. Mais non, c'est pas possible parce que s'il y a eu crise dans le couple, il
il y a des problématiques qui sont apparues et ces problématiques-là, si vous voulez les résoudre, forcément, il va falloir mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement. Et qui dit nouveau mode de fonctionnement dit forcément que vous ne pouvez pas reproduire la relation d'avant puisqu'elle était dysfonctionnelle sur le long terme. Donc, si la réponse est oui, on peut être capable de dépasser cette étape de crise et on peut réussir à dépasser et à faire le deuil en fait de ces illusions sur le couple. À ce moment-là, un nouveau départ est possible. Dans le cas inverse, en fait, la rupture amoureuse s'imposera forcément comme étant la seule issue réaliste. Alors, les symptômes dans ce cas-là, par exemple, ça peut être une absence totale de communication verbale, ça peut être la multiplication de petits ou de grands conflits qu'on n'arrive pas à dépasser, ou pour lesquels on n'arrive pas à solutionner les problématiques. Ça peut être des silences pleins de ressentiments. Ça peut être un examen permanent de l'autre. En fait, je suis tout le temps en train de surveiller ce que va faire l'autre. Ça peut être un sentiment d'amertume, etc., etc. En tout cas, lorsque tous ces symptômes en fait persistent, lorsque tous les illusions persistent, en fait, les attitudes et les réactions signifient qu'en fait, qu'on est figé dans une forme de position de défense et d'agressivité et que la confiance, la complicité, en fait, indispensable à une vie à deux, ont totalement disparu. Et dans ces cas-là, malheureusement, la rupture reste une finalité presque impossible à éviter, en fait. Et puis enfin, le dernier point, c'est le problème de l'argent. Alors là, c'est un sujet de discorde dans les couples qui est un sujet qui est extrêmement important. La gestion de la vie quotidienne, la sexualité et enfin les questions d'argent en fait sont les principaux motifs de crise dans le couple. Alors pourquoi ? Déjà parce que les questions d'argent, comme elles sont beaucoup moins évoquées, on a l'impression qu'elles ne sont pas si importantes que ça, mais en réalité elles sont extrêmement fréquentes dans la réalité des couples. Soit parce que l'un dépense beaucoup et que l'autre trouve que c'est vraiment à l'excès, soit parce que les deux partenaires veulent absolument essayer d'avoir une vie totalement équitable, à vouloir vivre en fait dans un partage sans faille des dépenses. Moi je sais que j'ai des couples qui veulent pas forcément faire de compte commun, donc qui gardent leur compte individuel, mais qui par contre veulent absolument que les dépenses soient équitables. Et du coup, ils sont en train de faire des comptes d'apothicaire à la fin de chaque mois pour essayer de voir combien l'un a dépensé par rapport à l'autre. Et là, du coup, ça crée des ressentis négatifs parce que forcément, c'est difficile d'avoir des sommes qui sont totalement identiques. Donc là, forcément, c'est compliqué. Donc là, il y a des discussions à avoir pour vous mettre d'accord sur votre mode de fonctionnement. Il y a aussi les différences. En fait, ces différences dans le rapport à l'argent aussi peuvent mener à la séparation parce qu'elles sont un indicateur en fait de la confiance mutuelle que l'on s'accorde. Et elles renvoient aussi à la capacité ou à l'incapacité à surmonter la réalité qui est dans ce domaine parfois un petit peu rude, de se dire que mince, peut-être qu'on n'a pas tant que ça confiance l'un dans l'autre et peut-être qu'en fait on a une difficulté pour dépasser cet obstacle-là. Elles peuvent être aussi, ces discordes par rapport à l'argent, elles peuvent être aussi le signe d'une lutte de pouvoir. En fait, soit garder ou au contraire brûler l'argent du couple devient à ce moment-là un moyen de s'imposer par rapport face à l'autre en fait. Ça peut être aussi, la notion d'argent, ça peut être aussi le fait de se dire mais quelle valeur en fait j'ai à tes yeux, voilà, par rapport à son partenaire. Est-ce que tu m'aimes pour ce que je représente ou pour ce que je suis ou ce que je gagne ? En fait, voilà, etc. Ce sont des questions en fait qui sont relatives à l'identité de chacun et qui sont en fait énumérées au travers de ces comportements. Donc là, voilà, je vous ai vraiment ici présenté la plupart des problématiques, en tout cas les problématiques qui sont les plus courantes et que je rencontre le plus souvent en consultation. Voilà. Après tout ça, et je vous ai présenté aussi les émotions qui en découlent. Après ça, donc du coup, je voulais vous apporter un petit peu des points sur la communication. Alors, bien souvent, je me retrouve avec des couples en fait où un des partenaires a le sentiment de ne pas être compris, de ne pas être entendu, d'être ignoré. Bien souvent, en fait, il y a des problèmes aussi qui ne sont pas liés forcément
au fond, mais plus à la forme. C'est-à-dire que la posture, le langage non verbal n'est pas correct. Il y a une forme de colère, d'agressivité, de défensive. Il peut y avoir une forme de posture où on se met, vous voyez, un peu dans une forme de provocation quand on est dans la colère, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des modes de communication qui ne sont pas sains parce qui n'engagent pas au fait de vouloir et de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Alors, pour avoir une bonne communication dans le couple, moi j'aime à dire qu'il y a 3 conditions. La première condition, c'est je dois être capable d'écouter l'autre sans prendre tout pour moi, sans me braquer, sans me sentir jugée, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'en plus, on n'a pas forcément appris. Et quelquefois, on a tendance à s'imaginer qu'on écoute, mais en réalité, on n'écoute pas parce qu'on est en train de faire autre chose en même temps. Alors là, je pense beaucoup, alors j'aurais peut-être tendance, j'allais dire c'est plus féminin que masculin, mais encore pas que même pas. Mais en tout cas, si vous avez votre partenaire qui vient vous parler, et puis pendant ce temps-là, vous êtes en train de faire la vaisselle, vous êtes en train de vous occuper des enfants, vous êtes en train de regarder la télé, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes en train de faire à manger, mais en fait, vous avez beau entendre totalement ce que l'autre vous dit, la personne qui vous parle, en l'occurrence votre partenaire, lui ou elle, ne se sentira pas entendu. Ça veut dire que quand on écoute, il faut être capable d'arrêter ce que je suis en train de faire pour pouvoir écouter l'autre, me mettre en face, le regarder les yeux ou la regarder les yeux dans les yeux et écouter vraiment à 100% ce que l'autre personne est en train de me dire. Donc ça, c'est être capable de vraiment écouter. La deuxième chose, c'est être capable de s'affirmer, d'accord ? Donc c'est oser s'affirmer, mais sans être ni dans la force, ni dans la colère, ni dans les reproches, ni dans le jugement, etc., etc. Et ça, c'est pas forcément facile. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'exprimer quelle est la situation qui vous dérange, ce que vous ressentez comme émotion, et pourquoi la situation est dérangeante pour vous. Globalement, quel est mon besoin qui n'est pas comblé. Dans l'idéal, il faut pouvoir aller jusqu'à « je demande ce dont j'ai besoin ». Voilà. Donc ça, je le dis très succinctement parce que là, il y aurait des heures, il faudrait en parler des heures, mais voilà. Ça, en tout cas, c'est comment je dois dire les choses, c'est ces 4 situations-là, en fait. C'est la situation qui me dérange, l'émotion que je ressens, pourquoi cette situation-là est dérangeante pour moi, quel est mon besoin qui n'est pas comblé, et idéalement, le 5e point, c'est je formule une demande. Donc ça, c'est le 2e point indispensable en termes de communication. Et enfin, le 3e point, c'est savoir gérer les conflits. Les conflits et les désaccords dans une relation de couple, parce qu'on est différent, doivent exister. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est dans une relation qui est dominant-dominé, ce qui n'est pas sain, ou alors on est dans une relation où il y en a un qui ne dit pas du tout ce qu'il pense, parce qu'il n'ose pas, parce qu'il a peur du conflit, etc. C'est pas sain non plus, sur le long terme. Donc, des désaccords et des conflits, il faut en avoir. C'est indispensable pour une relation de couple saine. Par contre, c'est la gestion du conflit qui peut être dévastatrice dans une relation de couple. J'entends par là. Si vous avez une manière de gérer les conflits qui est plus souvent dans un mode de gagnant-perdant. En gros, il y en a un qui arrive à avoir le dernier mot et pas l'autre. Ça, sur le long terme, c'est destructeur pour la relation. Donc moi, je prône plutôt le fait de gérer les conflits en mode gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on est en désaccord sur quelque chose, il faut réussir à en discuter, à exprimer le plus calmement possible, même si on est un peu submergé par les émotions et même si on est un peu dans la colère, c'est pas un problème. Hein. Mais il faut réussir à exprimer ce qui nous dérange et il faut réussir à se dire, ok, t'as un problème, t'as cette situation-là qui te convient pas, moi cette situation-là ne me convient pas pour d'autres raisons, et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ensemble, qui nous réunit. Moi, c'est ce que j'appelle le mode gagnant-gagnant. Donc ça veut dire qu'il faut essayer d'identifier quel est votre problème. Il faut réussir derrière forcément à modifier en conséquence les comportements dans votre couple, une fois que vous avez identifié le problème qui vous pose problème. Et si c'est trop compliqué de le faire tout seul, de gérer ça, de réussir à gérer les conflits, les 3 points que je vous ai donnés là, si c'est compliqué pour vous, moi je vous invite vraiment soit à consulter. Alors ça peut être consulter un psychologue pour une thérapie qui est plus personnelle, soit ça peut être de consulter un thérapeute de couple, soit ça peut être de travailler sur un mode de travail, enfin de faire un travail personnel sans consulter, mais par le biais, alors là je rejoins un petit peu ce que j'avais dit en termes sur d'autres lives,
concernant la communication, mais qui était plus axée parents-enfants, c'est soit vous faites des formations en termes de communication. Alors, moi, je prône la communication non violente ou la communication bienveillante, comme vous voulez, comme il y a plusieurs termes. Et dans ces cas-là, il y a plein d'ateliers qui sont proposés un peu partout en France. Pour ceux qui habitent dans la région Hérault, enfin dans le département de la région Occitanie, moi, je propose des ateliers. Alors, je le redis, j'en profite là pour vous le redire. J'ai un superbe atelier en communication non violente, en communication parents-enfants et couple, qui débute le 12-13 avril, le 12-13 février, et qui aura la deuxième partie qui sera le 19 et le 20 mars, où là, il y a plein d'apports théoriques, il y a plein d'apports sur comment gérer les émotions, les miennes, celles de l'autre, sur comment gérer les conflits. Il y a tout un tas d'outils en termes de communication et il y a surtout plein de mises en situation et de jeux de rôle qui font que vous pratiquez. Parce que j'entends aussi souvent des personnes qui me disent « Oui, mais moi j'ai lu plein de livres, etc. » C'est génial, c'est super, mais bon, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut quelqu'un qui vous guide dans la mise en pratique. Et moi, c'est ce que je fais dans mes ateliers. En plus, ce sont des ateliers de partage qui sont toujours très, très riches parce qu'on se rend compte que plein d'autres personnes rencontrent les mêmes problèmes que nous. Il y a des super échanges, il y a une dynamique hyper positive, hyper constructive. Et puis surtout, vous avez l'œil d'un professionnel qui vous guide dans la pratique, en réel. Et ça, je suis désolée, mais vous n'arriverez pas à mettre en pratique ce que vous lisez dans les livres s'il n'y a personne pour vous guider, s'il n'y a personne pour vous corriger sur les comportements que vous pouvez mettre en place et qui ne sont pas forcément adaptés. Donc il y a ça. Et là, pour le coup, en ce qui me concerne, en tout cas pour vraiment ce qui concerne le couple, en termes de communication, moi j'ai mis des formations en ligne. Je vous invite dans ces cas-là à vous rendre sur mon site internet à l'onglet formation en ligne ou sur mes comptes aussi, les réseaux sociaux, j'en parle. J'ai une formation qui est extrêmement complète où il y a des vidéos et des exercices pratiques à faire sur la communication dans le couple. Voilà, il y a presque 10 heures de vidéos là-dessus qui vous donnent tous les outils beaucoup plus approfondis que ce que j'ai pu faire là pour développer une belle communication en couple. J'ai aussi une formation beaucoup plus complète qui traite à la fois de la communication et qui résume un petit peu, mais en développant encore davantage, toutes les problématiques dont je vous ai parlé et qui donne des exercices pratiques pour justement dépasser tout un tas de problématiques et de situations qui sont dysfonctionnelles au sein des couples. Donc ça, c'est une autre formation en ligne qui s'appelle « Comment être un couple épanoui ». Voilà, donc vraiment, je sais que ça a un coût, mais à un moment donné, quand on a des problématiques de couple et qui ne se résolvent pas, il faut bien investir dans quelque chose. Si ce n'est pas dans de la thérapie, il faut investir dans des formations, dans des ateliers, mais il faut agir. Sinon, ça ne se résoudra pas tout seul. Donc vraiment, allez voir, pour ceux que ça intéresserait, mes ateliers, allez voir mes formations. En plus, ces formations-là, moi, je fais un suivi à côté, donc je suis joignable pour vous aider s'il y a des situations que vous ne comprenez pas ou des situations que vous n'arrivez pas à dépasser malgré les vidéos et les nombreux exercices qu'il peut y avoir dans ces formations-là. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc là, voilà, là, je vous ai vraiment apporté tout un tas d'informations sur le couple, les informations sur les problématiques les plus rencontrées, sur les émotions que ça génère et sur la communication saine à avoir au sein du couple. Donc là, maintenant, je vais essayer de revenir un petit peu en arrière pour voir voilà, si j'avais eu des questions. N'hésitez pas à les écrire pour les personnes qui sont encore présentes parce que je vais pouvoir y répondre. Donc, alors, attendez, je repars en arrière. Donc ça, j'ai déjà répondu. Alors, tout à l'heure, pour ce qui était les besoins, les deux besoins, par exemple, la sexualité, comme vous disiez à un moment, comment on satisfait les deux besoins entre eux. Eh bien, en fait, il faut que vous arriviez, ces problèmes de sexualité, les termes de fréquence, en fait, il faut que vous arriviez à déterminer, en fait, un rythme de croisière qui vous convienne à tous les deux. Et si c'était la question plus sur comment trouver un équilibre entre le besoin de communication et les besoins de sexualité, ben encore une fois, il faut faire un pas l'un vers l'autre. Donc, il faut que celui qui a du mal à communiquer fasse un pas pour venir dans un mode de communication un peu plus important et que la personne qui est un peu fermée à la sexualité
s'ouvre un petit peu et puisse entendre aussi les besoins de l'autre. En fait, il faut que vous arriviez dans ces cas-là, dans le couple, à partir du moment où vous avez deux besoins qui sont différents, il faut que vous arriviez à entendre le besoin de l'autre. Vous ne pouvez pas rester figé sur votre besoin, uniquement focalisé sur votre besoin. Il faut être en capacité, tout en tenant compte de votre besoin, ça bien évidemment, mais d'être en capacité aussi d'entendre le besoin de l'autre. Sinon, ça ne peut pas fonctionner en fait, ça ne marche pas à sens unique. Et dans ces cas-là, il faut, tu as ce besoin-là, j'ai ce besoin-là, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution ensemble tous les deux? Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors du coup... Alors, ça peut être quoi, par exemple, des projets de couple? Alors ça, tout à l'heure, je voulais un petit peu aborder. Ça peut être des projets de vacances, des projets de voyage, ça peut être des projets d'aménagement dans la maison, ça peut être du projet de faire ensemble du sport, ça peut être, on fait le projet, un projet tout simple qui est de, on se donne, allez, on passe du temps à deux, allez, une fois par mois, par exemple, on a un rendez-vous de couple. On fait garder les enfants si on en a et on a un rendez-vous de couple. On va à l'extérieur, on va au théâtre, au cinéma, on va au restaurant, on va se balader tous les deux, etc. etc. Ça peut être des projets de couple, voyez. Et des projets sur le plus gros, ça peut être voilà, des projets de maison, des projets de bébé, des projets de collaboration professionnelle, etc., etc. J'espère que je vais avoir répondu à la question. Et alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Du coup, dites-moi si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le moment. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui étaient présentes parce que du coup, vous avez été quand même nombreux. Donc ça, c'est super chouette. Ça prouve à quel point ce sujet du couple, mine de rien, vous intéresse et où vous avez des questions, des attentes. Et donc, c'est super chouette d'avoir suivi ce live. Alors bien évidemment, pour ceux qui n'auront pas pu être présents ou qui n'auront pas pu le voir en entier, je le mettrai en replay. Voilà, donc écoutez, je vois pas d'autres questions, donc ce que je vous propose, c'est que on arrête là le live, et bien évidemment, dès que je l'ai mis en ligne, si vous avez des questions par rapport au contenu, si vous avez des demandes d'informations, par rapport à plein de choses, si vous avez des questions sur les formations, les ateliers, les thérapies de couple, si vous avez des questions par rapport au contenu, aux problématiques que j'ai identifiées, etc., envoyez-moi soit des messages privés, soit des mails, soit vous écrivez des commentaires, etc., etc. Alors là, il y a encore 2 petites personnes qui me répondent, donc je vais répondre. Merci beaucoup pour le live et d'avoir pris du temps. Avec plaisir, c'était chouette. Ça m'a fait plaisir aussi de partager avec vous. Et puis sinon, j'ai une question qui est très intéressante aussi. Du coup, je vais y répondre vraiment très, très sommairement parce que là, pour le coup, ça vaudrait le coup d'en discuter beaucoup plus aussi. Mais la question, c'est vivre en couple, mais pas sous le même toit. Est-ce que ça peut fonctionner ? Alors, c'est ce qu'on appelle les couples, ça c'est très tendance, j'avoue en ce moment, c'est ce qu'on appelle les couples non cohabitants. Ça peut fonctionner j'aurais tendance à dire, à une condition. Déjà d'une, c'est que ce soit un choix réciproque et pas un choix imposé par un des partenaires. Deuxièmement, c'est que ça vous permette de combler vos besoins réciproques en termes de besoins liés au couple. Simplement, moi, ça me fait toujours me poser une question qui est pourquoi le choix de ne pas vivre ensemble? Parce que ça peut, une question que je mets dans votre tête, ça peut montrer de la part d'un des partenaires, voire même de la part des deux, soit une peur de l'engagement un peu plus important, soit une non-envie de s'engager davantage en ayant un couple sous le même toit. Je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, ça peut être le cas. Donc la vraie question à vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie de vivre sur le même toit? Qu'est-ce qui nous empêcherait? Quelles sont les peurs? Quelles sont les problématiques qu'on n'a pas envie de rencontrer? Ou bien est-ce qu'on a des peurs de l'engagement? Est-ce qu'on n'a pas envie de s'engager, etc., etc. Là, il y a des vraies questions profondes à se poser. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Bon, sur ce, je pense arrêter. Je vous embrasse, je vous dis merci beaucoup pour votre présence et puis j'attends vos commentaires et avec grand plaisir. À bientôt.